Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet immense, la construction de l'avenir quantique. On va voir comment des algorithmes d'IA qui semblent tout droit sortis de la science-fiction passent du simple concept à une véritable industrie mondiale. C'est un effort, colossal, qui pourrait littéralement redéfinir notre monde. Et tout de suite, la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que les ordinateurs quantiques pourraient vraiment déclencher la prochaine grande révolution de l'intelligence artificielle? C'est une promesse folle, hein. On parle de marier deux des technologies les plus puissantes de notre époque. Alors pour répondre à cette grande question, commençons par le début. Première partie. De quelle révolution de l'IA parle-t-on exactement? Pour bien comprendre, il faut d'abord comparer le monde quantique au monde classique, qu'on connaît si bien. Ok, alors on a en fait deux saveurs d'IA. D'un côté, l'IA classique, celle qu'on connaît. Elle fonctionne avec des bits, des zéros et des 1. C'est hyper efficace pour des tâches comme analyser des tendances. Et puis de l'autre, l'IA quantique. Là, on change complètement de dimension, avec les qubits. Grâce à un principe dingue qu'on appelle la superposition, un qubit peut être à la fois 0 et 1. Il explore donc une tonne de possibilités en même temps. Et ce n'est pas tout. Avec l'intrication, ils sont liés les uns aux autres de manière presque magique. C'est ça qui lui donne un potentiel énorme pour des tâches bien plus complexes, comme aller chercher des schémas, des motifs cachés dans des montagnes de données. Et c'est là qu'entre en jeu le fameux Quantum Machine Learning, le QML. L'idée, c'est d'utiliser ces lois un peu étranges de la mécanique quantique pour booster l'apprentissage automatique. Et c'est super important aujourd'hui, dans l'ère qu'on appelle NISQ. En gros, ça veut dire que nos ordinateurs quantiques actuels sont encore un peu capricieux, bruyants, imparfaits. Le vrai défi, c'est donc de créer des algos qui arrivent à nous donner un avantage, même avec ces machines qui ne sont pas encore parfaites. Très bien. Deuxième partie. Plongeons maintenant dans ce qui rend le quantique si spécial. Quelles sont ses forces uniques? Mais aussi, pourquoi est-ce que c'est si diablement complexe? Alors là, on touche au cœur du problème. Le plus gros challenge, figurez-vous, ce n'est même pas l'algorithme en lui-même. Non, ce sont les données. Comment est-ce qu'on fait pour prendre une donnée classique, disons une simple image, et la traduire dans le langage du monde quantique? C'est ce qu'on appelle l'encodage. Et c'est une étape absolument cruciale et d'une complexité incroyable. Ce tableau montre bien que la façon dont on charge les données n'est pas du tout un détail. C'est un vrai choix stratégique. La plupart des méthodes sont assez directes, disons, mais regardez bien la dernière, la ZZ Feature Map. Elle est spéciale. Elle a été conçue pour utiliser l'intrication, cette connexion un peu mystérieuse entre les qubits, pour aller dénicher des relations cachées entre les données. C'est un peu comme si on donnait à l'ordinateur une paire de lunettes magiques pour voir des motifs que le monde classique, lui, ne verra jamais. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le QML, ce n'est pas une sorte de boîte noire magique où on balance des données d'un côté et où une réponse parfaite sort de l'autre. L'avantage quantique n'est jamais garanti. Il faut vraiment comprendre la structure de ces données pour choisir la bonne méthode d'encodage, le bon noyau quantique, comme on dit. Et seulement là, on peut espérer libérer tout le potentiel. Ok, on a parlé de la théorie, des algorithmes, c'est fascinant. Mais maintenant, passons à la troisième partie. Comment on passe du laboratoire à l'industrie? Comment on construit tout un écosystème à partir de ça? Ce graphique, il illustre parfaitement ce que j'appellerais un véritable parcours du combattant. Ce sont les niveaux de maturité technologique, les fameux TRL. On part du TRL 1, les principes de base, l'idée sur un coin de table dans un labo, pour aller jusqu'au TRL 9, c'est-à-dire un système complet, testé, validé, prêt à être commercialisé. C'est un marathon, clairement pas un sprint. Et justement, pour organiser ce marathon, l'Europe a mis en place une structure essentielle, le consortium de l'industrie quantique, le QUIC. Leur mission, c'est précisément ça, bâtir tout l'écosystème dont on a besoin pour gravir cette échelle des TRL, un barreau après l'autre. Parce qu'il faut être clair là-dessus. Construire un ordinateur quantique, ça va bien au-delà de juste savoir manipuler des qubits. C'est un défi industriel, mais monumental. Et ça dépend d'une chaîne d'approvisionnement qui est à la fois mondiale, hyper complexe et souvent très fragile. Et voilà de quoi on parle concrètement. Il faut des technologies de cryogénie, mais alors poussées à l'extrême. On parle de réfrigérateurs à dilution qui flirtent avec le zéro absolu. Il faut de la photonique d'une précision folle, avec des lasers ultra stables, des sources capables de générer des photons un par un. Et puis, il y a toute l'électronique de pointe, une cryoélectronique capable de fonctionner dans ce froid polaire pour piloter et lire les qubits. Franchement, chaque composant est un exploit technologique à lui tout seul. On a vu la technique, l'industrie. Quatrième et dernière partie, prenons un peu de hauteur. Quelle est la vision stratégique derrière tout ça? Et surtout, parlons éthique. La feuille de route du QUIC, elle est limpide.
Primo, financer la recherche pour industrialiser et bâtir cette fameuse chaîne d'approvisionnement. Deuxio, développer les talents. Il faut recruter, former et garder une main-d'œuvre prête pour le quantique. Tertio, construire l'écosystème. Ça veut dire encourager les startups, mais aussi établir des standards pour que tout le monde parle le même langage. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, guider la gouvernance, c'est-à-dire réfléchir dès maintenant aux valeurs et aux principes éthiques de cette technologie. Parce que le but final, ce n'est pas juste d'avoir des ordinateurs plus rapides. C'est de lier le quantique à des objectifs mondiaux bien réels. Par exemple, les simulations quantiques pourraient nous aider à inventer de meilleures batteries ou des panneaux solaires plus efficaces. De nouveaux capteurs quantiques pourraient transformer la médecine. Et bien sûr, la cryptographie post-quantique est vitale pour sécuriser nos infrastructures numériques. La technologie n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour résoudre les grands défis de notre temps. Mais voilà, une puissance pareille vient avec d'énormes responsabilités. Le quantique, c'est ce qu'on appelle une technologie à double usage. Ça veut dire qu'elle peut être utilisée pour le meilleur, pour des applications civiles et pacifiques, mais aussi pour des applications militaires. Et là, évidemment, ça soulève d'immenses questions de sécurité et d'éthique. Et cette citation tirée du rapport du KIC sonne vraiment comme un avertissement. Ils disent, en substance, « Il est important d'agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard ». Et ils ajoutent que pour l'IA, le débat sur l'éthique est arrivé bien trop tard pour vraiment influencer la culture de conception de la technologie. La communauté quantique a donc une responsabilité historique, celle de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça nous amène à la question finale, la question qui reste en suspens. Alors qu'on est en train de construire cet avenir quantique, pièce par pièce, de l'algorithme le plus abstrait jusqu'à l'usine la plus concrète, est-ce qu'on sera capable, cette fois, d'intégrer l'éthique comme il faut, et ce, dès le départ ? C'est peut-être ça, au fond, le plus grand de tous les défis.